Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième table ronde de notre colloque COFAS contre Risque Pays 2022. On est ravis de vous y accueillir et ravis au nom de toute l'équipe de BFM Business d'être de nouveau les partenaires de ce bel événement. Comment la transition vers des modèles de développement économique plus durables affecte les économies, affecte les entreprises? Voilà notre sujet, un sujet passionnant évidemment, un sujet ô combien d'actualité. Et à mes côtés pour l'analyser, pour le disséquer, pour en discuter, eh bien d'abord Valérie Quignou-Ramus, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes directrice exécutive de la prospective et de la recherche à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Mireille Chiroleux-Assouline, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à la Paris School of Economics et à l'université Panthéon-Sorbonne. Et puis à côté de brillants économistes, il nous faudra un industriel pour nous amener dans le concret et dans les conséquences très matérielles de cette transition évidemment très spectaculaire. Merci Geoffrey Boucaud d'être avec nous aujourd'hui et bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la recherche, développement et de la stratégie Valeo. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que chez Valeo et dans le monde de l'automobile, aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. Et on est également en ligne avec Denis Ferrand. Bonjour Denis. Bonjour. Vous êtes directeur général de Rexecode. Merci à vous tous d'être avec nous aujourd'hui. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que cette transition, elle est spectaculaire, elle est nécessaire à l'avance. Alors à l'avance de manière assez hétérogène selon les secteurs, selon les pays, selon les environnements. Derrière ce mot générique, il y a beaucoup de réalités différentes. Mireille Chiroleux-Assouline, aujourd'hui, à quelle réalité correspond ce mot de transition? Si on le définissait de manière un petit peu générale, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? La transition, je dirais que c'est à la fois une transition écologique et énergétique surtout. C'est le passage d'un mode de production traditionnel à un nouveau mode de production qui prend en compte les effets des activités productives, hein, sur le bien commun. Et ça, ce n'est pas forcément un objectif qui a pu être intégré par toutes les activités productives et toutes les entreprises dans le passé. C'est le résultat maintenant d'un mouvement qui a commencé, il y a des décennies de ça, mais qui a commencé à être formalisé vers, le début des années 2000, au niveau français, au niveau européen. C'est, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Alors moi, j'aime bien dire, qu'il faudrait en réalité redoubler le S et redoubler le E, pour dire qu'en fait, c'est la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Et cette mutation des activités productives, se manifeste, hein, par le fait que de plus en plus d'entreprises, hein, se déclarent responsables. Le fait qu'elles se déclarent responsables, hein, c'est le résultat, d'une démarche, éventuellement volontaire, hein, et totalement autonome de certaines entreprises, mais souvent, c'est le résultat d'un certain nombre d'obligations qui leur ont été faites. La principale de ces obligations, c'est l'obligation de déclarer, Mmh. l'obligation de publier quelque chose sur leur niveau de responsabilité. Donc c'est passé d'abord, par la publication de rapports RSE. Maintenant, c'est la déclaration de performance extra-financière et on a un certain nombre d'entreprises, hein, qui, vont, au-delà et certaines maintenant se déclarent comme des entreprises à mission, leur mission étant de contribuer au bien commun. Le fait de se déclarer comme une entreprise à mission, c'est beaucoup plus, contraignant pour les entreprises. Il y en a encore peu. Je regardais ce matin les chiffres et j'ai constaté que sur l'Observatoire des sociétés à mission sont comptabilisées 504 entreprises françaises à mission, mais ça implique un contrôle par un comité de suivi, par un tiers certificateur, donc vraiment des contraintes relativement fortes. Est-ce qu'on peut dire qu'au bout de ce processus, on a bien compris qu'on en était plutôt au début et que, encore une fois, il était assez hétérogène, que tout le monde, vous venez de l'expliquer, n'avance pas à la même vitesse, mais on aura finalement traversé un phénomène qui, par son ampleur, c'est pas directement comparable, mais sera presque l'équivalent d'une révolution industrielle?
Ah, il est vraisemblable que ça va nous conduire à une révolution industrielle. Mmh. La révolution industrielle de la fin du XVIIIe siècle a été provoquée par le fait qu'on a accédé à un certain nombre d'énergies d'une façon extraordinairement répandue, une énergie peu coûteuse, hein, et qui a permis le développement de beaucoup d'activités productives qui étaient inimaginables jusqu'alors. Là, on est en train d'assurer une transition vers de nouveaux modes d'approvisionnement énergétique, hein, et un certain nombre d'activités qui ont connu un développement très fort dans les siècles précédents ou les décennies qui viennent de s'écouler vont devoir se transformer. Et donc, c'est véritablement une transformation. C'est pas forcément une transformation vers le numérique, Mmh. mais c'est une transformation dans les produits et les services qui vont être offerts. Denis Ferrand, directeur général de Rexecode, vous avez mené avec la BPI une étude auprès de 650 PME françaises pour étudier ce phénomène de transition. Quelles conclusions en tirez-vous? Oui, oui, je vais rejoindre beaucoup des éléments qui viennent d'être évoqués à l'instant sur l'idée de la pénétration de l'enjeu de la question environnementale. On voyait, notamment dans cette enquête que l'on fait avec BPI France, une accélération surtout de cette idée de la nécessité de la transition vers des modèles de développement plus durables que ceux que l'on peut déployer. En gros, avant la pandémie, c'était entre 20 et 25% des PME, des ETI qui expliquaient que le motif environnemental intervenait parmi les objectifs assignés à l'investissement. Euh, Très peu de temps après la pandémie, on est monté à un tiers. D'un seul coup, il y a eu une bascule qui s'est effectuée et une pénétration de cette idée. Alors, c'est une démarche citoyenne, d'une certaine manière, qui intervient dans les choix des entreprises, mais c'est aussi, me semble-t-il, faire un peu de nécessité-vertu de la part des entreprises. Pourquoi? Parce que ce que l'on voit aussi au moment de la sortie de cette période de Covid, c'est que la première des contraintes très immédiates auxquelles les entreprises vont être confrontées, ce n'est pas forcément une contrainte environnementale, mais ce sont des contraintes d'approvisionnement, ce sont aussi, et cela va être de plus en plus, des contraintes de recrutement. Or, aujourd'hui, il y a une tendance très forte qui se dessine parmi les candidats au recrutement, c'est celui que l'on voit une forme de cohérence entre ce que va proposer comme valeur une entreprise et ce qu'elle déploie véritablement dans ses investissements, dans sa conduite. Alors, je vais prendre un exemple qui sort du contexte de développement durable, mais encore pourrait-on y revenir, mais c'est ce qui se passe en ce moment avec Orpea. On voit tout à fait combien il y a eu effectivement le développement de l'évaluation au travers de la performance extra-financière, mais Orpea était, que je sache, plutôt pas trop mal noté en termes de performance extra-financière. On voit ce qu'il en est. Et il en va un peu de la même. L'un de ses actionnaires de lui la même chose demande en du matière coup, pour faire le environnementale. lien avec ce qui a été dit, pardon, je vous interromps, l'un des actionnaires lui demande du coup d'adopter un statut d'entreprise à mission dont on parlait Mmh. à l'instant, ce qui est bien la preuve effectivement de- du, du sens de l'histoire, si l'on peut dire. Exactement, c'est le sens de l'histoire et surtout, ce que l'on voit, c'est qu'il y a une injonction sociétale qui s'exerce et on peut très facilement passer du greenwashing au green bashing si jamais il y a de la part des entreprises des actions qui sont revendiquées mais qui ne correspondent pas véritablement à un déploiement vers des solutions de développement plus durables. Et c'est tout à fait important aujourd'hui pour les entreprises qui sont confrontées à une tension très forte sur les recrutements d'avoir une cohérence entre leurs actes et les valeurs qu'ils annoncent pour pouvoir avoir des espérances de pouvoir recruter et pourvoir à leurs besoins en main-d'œuvre. L'exigence est là, l'intention est là, la nécessité est là, la nécessité pour recruter notamment, vous venez de le dire, Denis Ferrand, et ce sont des témoignages que nous, on a tous les jours et c'est très frappant de voir, nous, on reçoit beaucoup de chefs d'entreprise à BFM Business qui nous expliquent qu'il y a 10 ans, quand on recrutait des gens, ils vous demandaient d'abord quel allait être leur niveau de salaire et puis quelle allait être ensuite leur progression de carrière. Et aujourd'hui, systématiquement, effectivement, dans les entretiens de recrutement, viennent ces questions sur ces valeurs et sur l'engagement de l'entreprise vers un modèle de développement durable. Geoffrey Boucaud, cette transition, c'est votre vie quotidienne, si l'on peut dire. C'est l'actualité du moment, même pour Valeo, qui annonce une nouvelle aventure, notamment avec Renault, pour construire ensemble un nouveau type de moteur électrique. Alors, Valeo, en quelques mots et quelques chiffres, c'est 17 milliards de chiffre d'affaires, c'est plus de 100 000 salariés, c'est une présence dans une trentaine de pays. Euh, Concrètement, cette transition, dans votre vie quotidienne, vous qui la pilotez, comment est-ce qu'elle se conduit? Alors, c'est le résultat d'une stratégie de long terme. Alors, c'est évoqué tout à l'heure, certaines entreprises, dont Valeo, ont entamé cette transition il y a maintenant quelques années. Moi, j'ai en tête les déclarations de Jacques Aschenbroich il y a maintenant 13 ans,
qui, dans son premier Investor Day, avait dit: «Le combat de demain, ce sera la réduction des émissions de CO2». Alors, ce qui paraît aujourd'hui être un sujet effectivement qui est très évoqué et qu'on va probablement évoquer aujourd'hui, c'était le résultat ensuite, la mise finalement d'alignement de l'ensemble des politiques produits de Valeo pour pouvoir faire quoi? Une mobilité qui va être plus durable et plus sûre. Et donc, c'est ça qu'on fait effectivement au quotidien. Les 20 000 chercheurs et ingénieurs de Valeo dans le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des technologies qui visent à accélérer une mobilité sous toutes ses formes finalement, qui soit plus verte et plus durable. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui ce qui nous motive. Et je rejoins ce que vous disiez également. Quand on recrute beaucoup Mmh. dans tous les pays du monde. Et Mmh. ça fait partie des discussions qu'on a assez rapidement avec les candidats. C'est qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, ce qu'on fait concrètement aujourd'hui, effectivement, on a une actualité très forte puisque on vient d'annoncer effectivement un partenariat stratégique avec Renault qui vise à développer un moteur, donc on appelle EESM, donc en gros, qui vise à se séparer des terres rares, pas besoin de terres rares pour pouvoir produire un moteur efficace, un moteur électrique qui sera prochainement dans, j'espère, beaucoup des voitures chez Renault et puis chez d'autres clients. Ça, c'est une première partie de l'actualité. Effectivement, elle est très chargée parce qu'aujourd'hui, c'est l'accélération de Valeo, puisque nous annonçons l'intégration de notre co-entreprise avec Siemens. Mmh. Donc aujourd'hui, nous prenons 100% de la société Valeo Siemens, Mmh. qui est aujourd'hui, qui va rejoindre donc les équipes de Valeo et qui va devenir l'un des acteurs principaux, incontournables du moteur électrique, de la propulsion électrique dans le monde. Voilà. Le process, Valérie Quignou-Ramus, la méthodologie, c'est important et vous, à l'ADEME, vous avez mis en place une méthodologie justement pour aider les entreprises dans la définition, dans la mise en œuvre des stratégies de décarbonation de leur activité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet outil? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'on l'utilise? Oui, effectivement. Alors, peut-être pour commencer, l'ADEME, en fait, en tant qu'agence de l'État, en fait, met, à son expertise à disposition, en fait, de nos différentes cibles qui sont, les collectivités locales, le grand public, mais aussi, les entreprises et c'est vraiment pour nous, important de faire agir vraiment tous les acteurs, en fait, pour aller vers la transition, écologique. Et effectivement, donc on a vraiment pour souci d'accompagner les entreprises et celles, qui sont encore peut-être un peu en retard, en leur fournissant en fait des outils concrets, qui leur permettent en fait de se placer sur une trajectoire de décarbonation. Donc typiquement, voilà, on a, un outil qui s'appelle, un outil ou une méthodologie qui s'appelle ACT, pour, Assessing Low Carbon Transition, qui, depuis, en fait, 2015, sert à, proposer, aux entreprises, en fait, de se fixer des cibles, de diminution, de leurs émissions de gaz à effet de serre à court, moyen, long terme. Et surtout, en fait, de développer une stratégie justement d'entreprise qui permet vraiment, à l'aide d'investissements bien ciblés, de leviers bien identifiés de décarbonation, de se placer en fait sur cette, trajectoire. Ça s'accompagne également d'un processus, on va dire, de vérification en fait de ces annonces, qui pourraient être autrement trop considérées comme du greenwashing, de façon justement à pouvoir aussi benchmarker, davantage en fait ces actions. Donc on a aussi, des initiatives en fait au sein d'un projet en fait dont je pourrais vous parler tout à l'heure, d'une plateforme en fait de transparence climatique, Mmh. voilà, qui permet de mettre ces notations également, sur le même niveau. Typiquement donc, ACT pour l'automobile, ça permet d'évaluer, comment dire? Les offres par exemple de décarbonation de la flotte, le type d'investissement placé en R&D sur, des innovations, Qui bas sont les plus carbone. gros utilisateurs de l'outil aujourd'hui? Alors, je dirais, mais ça va un petit peu, enfin pas tous azimuts, mais Mmh. enfin aujourd'hui, ACT, ça couvre 15 secteurs, hein, industriels, Mmh. donc et ça va vraiment, voilà, de l'automobile à l'oil and gas, en passant, par, l'industrie du ciment, avec laquelle d'ailleurs on a travaillé justement pour des plans de transition sectorielle, donc vraiment avec les acteurs du terrain pour essayer d'identifier concrètement qu'est-ce que ça signifie en termes de technologie à déployer, d'investissement, de questions également de marché et d'emploi et comment dire? De plans d'action à la fois du secteur privé, mais aussi du public, éventuellement en accompagnement par des politiques publiques.
Mireille Chirola souligne le ciment dont on parlait à l'instant, c'est un bon exemple des démonstrations du fait que tout le monde n'est pas logé à la même enseigne quand il s'agit de réaliser ces transitions. Il y en a qui sont des industries polluantes et qui partent de très loin et qui ont un travail absolument considérable à faire. Il y a le ciment, il y a évidemment tous les producteurs de- d'énergie au sens classique, au sens classique du terme. Est-ce que vous diriez que les industries les plus polluantes aujourd'hui ont pris la mesure de la nécessité de cette transition et commencent à s'y atteler vraiment sérieusement? Alors, je dirais que oui, elles ont pris la mesure, mais que c'est un peu sous la menace. Hmm. Pas une véritable menace, mais en tout cas, la perspective, hein, de se voir appliquer un régime, davantage de droit commun par rapport aux C'est un peu la autres peur du industries. gendarme en quelque sorte. Oui, ou en tout cas de la tarification Hmm. carbone. Hmm. Parce que, les secteurs les plus polluants, vous citiez le ciment, mais nous avons aussi l'acier, le Hmm. Bien verre. sûr. Ces secteurs-là, sont des secteurs extrêmement polluants et exposés à la concurrence, internationale et qui ont bénéficié donc d'un système, hein, qui consistait à leur donner, des quotas gratuits, sur le marché européen de quotas d'émissions, négociables. Ces quotas gratuits ont constitué une protection pour ces industries, mais d'une certaine façon, les ont sans doute, pendant quelque temps, confortées dans l'idée que, après tout, leur activité était très polluante et c'était un fait, et dont il fallait s'accommoder. De plus en plus, on parle, de mettre en place au niveau européen un mécanisme d'inclusion carbone, hein, donc une taxe carbone aux frontières ou un mécanisme d'inclusion sur le marché des quotas d'émissions et qui devrait s'accompagner de la suppression, progressive, hein, de ces quotas gratuits. Par conséquent, les industries européennes du ciment, de l'acier, et cetera, vont devoir, hein, faire les mêmes efforts que ceux qu'on s'attend à voir fournis par, les concurrents étrangers. Et en tout cas, ils vont être soumis, eux aussi, à une tarification du carbone. Et ce qu'on peut constater, c'est que justement, très récemment, on a vu éclore des projets industriels extrêmement innovants, dont on ne peut que se féliciter. Par exemple, ArcelorMittal, hein, Mhm. qui ouvre une unité de production, ou en tout cas qui actuellement investit dans une unité de production qui fabriquera de l'acier décarboné. Il y a également des projets qui voient le jour, effectivement, de ciment vert, hein, des groupes également français. Et donc, on voit qu'il y a vraiment de véritables efforts qui sont faits. Maintenant, si je peux terminer juste sur, Bien sûr, sur allez-y. les compagnies pétrolières, Oui, par oui. exemple, les compagnies pétrolières, on constate, on a l'exemple en France, hein, d'une grande compagnie pétrolière qui se diversifie. Mhm. Et en fait, c'est exactement la même chose d'une certaine façon, c'est-à-dire que le sentiment que l'activité traditionnelle des compagnies pétrolières ne sera plus possible, hein, d'ici peut-être seulement quelques décennies, parce que je ne suis pas sûre que ça aille très très vite, hein, pousse ces entreprises à diversifier leurs activités. C'est bien ce qui est recherché. Geoffroy Boulot, est-ce que ça va trop vite? On entend certains industriels dire ça, certains industriels, y compris d'ailleurs de votre monde de l'automobile. Je pense à l'entretien qu'a accordé il y a quelques semaines à Carlos Tavares, le patron de Stellantis, à nos confrères des Échos, dans laquelle il explique qu'au fond, le calendrier de transition imposé aux constructeurs automobiles et donc à leurs fournisseurs est trop rapide, ne permet pas la reconversion dans des temps convenables de l'outil industriel et donc va provoquer sans doute de graves difficultés. En tout cas, c'est ce que lui argumente, à la fois industriel et social potentiellement, avec un gros impact sur l'emploi. Donc je vous repose la question, est-ce que de votre point de vue, cette transition est celle qui est notamment imposée à votre secteur, celui de l'automobile? Tout le monde a bien compris le sens de l'histoire, tout le monde a bien compris que c'est nécessaire, mais est-ce qu'on vous en demande trop et trop rapidement? C'est dans notre métier de développer les technologies et d'essayer de les amener à temps pour servir finalement une réglementation qui est fixée aujourd'hui en Europe de façon assez volontariste, également en Chine, et d'ailleurs depuis la mandature Biden également aux États-Unis. Donc on voit bien ce mouvement-là. Pour nous, le mouvement est parti, l'électrification est partie. Il s'agit pour nous de développer ces technologies et de les mettre à temps
et de les développer pour pouvoir être intégrés dans les véhicules qui seront à disposition en 2030-2035. Donc nous, notre travail, c'est finalement pas trop de se prononcer par rapport à ça, mais c'est plutôt d'innover, Vous êtes d'innover très le plus. diplomate. Au fond, vous dites on n'a pas le choix, il faut faire avec ce qu'on nous demande. L'innovation vient par la contrainte et notre métier, nous, c'est de développer les technologies pour les trouver à temps. Donc ça, c'est le cadre dans lequel on se trouve et il faut le faire le plus vite possible. La rapidité, elle vient par la réglementation, d'une part, mais elle vient aussi par le développement très rapide des technologies et de plus en plus rapide. Donc, c'est vrai que nous, c'est vraiment le monde dans lequel on vit. On est une société de technologie, on se vit comme ça. Et donc, ce qui nous drive le plus, c'est la rapidité et le développement de la technologie. Voilà. Donc, après, on a le cadre, effectivement, qui nous est fixé. Il a évolué. On a maintenant à peu près une feuille de route qui se dessine au niveau européen. Il faut qu'on soit dedans. Le Fit for 55, donc cette idée qu'on va réduire de 55% à peu près, passer jusqu'à 40 grammes, ça nous donne une idée de la mobilité et de ce à quoi elle va ressembler pour la mobilité automobile. L'un des axes, du coup, pour y répondre aussi de notre côté, ce que l'on fait, c'est qu'on pense mobilité. Alors, je le disais tout à l'heure, pas uniquement en voiture, mais c'est comprendre finalement comment les citoyens vont se déplacer demain et à quel prix et comment vont-ils se déplacer. Donc, notre positionnement en tant qu'acteur technologique, c'est de se dire quelles seront les technologies qui vont permettre une mobilité au meilleur prix. Qui est un sujet évidemment important. Et c'est la raison pour laquelle on aborde l'électrification, pas uniquement par les véhicules individuels, mais également par l'idée de ce qu'on voit refleurir aujourd'hui, le tuk-tuk électrique, par exemple, en Inde, qui explose. On a des partenaires, par exemple, comme un certain nombre de grandes sociétés qui diffusent ces nouvelles formes de mobilité, en quelque sorte, qu'on réinvente pour aller dans le sens d'une mobilité plus durable et en même temps sous une forme un peu diverse. On a également en France, on est très fiers parce que c'est fait en France d'ailleurs, le petit véhicule AMI, qui est un petit véhicule urbain, pareil, complètement électrique. Donc voilà, on trouve, notre métier, c'est de trouver les technologies qui vont permettre de développer cette mobilité. Denis Ferrand, cette transition, elle est rapide, on le disait, elle a un coût aussi. Et ce coût, ce sont évidemment tous les investissements qu'il faut réaliser pour pouvoir mettre en place les nouveaux outils dont on a besoin. Mais ce sont également tous les process, tous les outils qu'on abandonne et qu'on n'utilise plus. Ce sont ce qu'on appelle les coûts échoués. Ils sont évidemment importants. Est-ce qu'on a pris la pleine mesure de cette dimension de la transition aujourd'hui ? Oui, c'est vrai qu'il y a, en fait, quand on aborde la question de coût, on se focalise beaucoup sur les investissements nouveaux et c'est vrai que les soucis sont colossaux. On sait très bien, là, il y a récemment McKinsey qui a sorti une évaluation qui chiffrait à 9 000 milliards de dollars par an les investissements nécessaires pour l'atteinte du scénario zéro émission nette à l'horizon 2050 dans les domaines de l'énergie, de l'exploitation, de l'utilisation des terres. Donc, ça fait 3,5 000 milliards de dollars en plus par an. À Rexecode, on a fait une évaluation des besoins d'investissement également qui vont se poser et on estime qu'il va falloir entre 75 et 90 milliards d'euros d'investissement par an d'ici 2030, d'investissement en plus pour l'atteinte du scénario de zéro émission nette en 2050. Donc ça vous fait du 2,8 à 4 points de PIB, ce qui est toujours moins que le coût de la non-décarbonation, quand on peut les estimer, c'est les rapports Stern, Nordhaus ou l'OCDE. Donc ça, ces dimensions d'investissement, on les voit assez bien. Mais il y a effectivement un autre aspect que l'on nommait et qui va poser une question de financement, qui est la question des coûts échoués. Et plus la transition se fait rapidement, plus ces coûts échoués sont importants. Ces coûts échoués, c'est le fait que vous avez investi dans des immobilisations que vous n'allez pas pouvoir utiliser, que vous n'allez pas pouvoir amortir sur l'ensemble de la durée de vie qui était prévue, parce qu'elles vont venir en confrontation avec une réglementation qui évolue très rapidement. Et donc, vous êtes obligé de faire de constater une perte parce que vous n'avez pas amorti intégralement votre immobilisation. Et quand vous constatez une perte dans une entreprise, cela veut dire une consommation de fonds propres. Or, le financement de transition énergétique, le financement d'une transition vers le modèle de développement durable, ça passe par du haut de bilan. Ça passe par un besoin de fonds propres extrêmement important. Or, les coûts échoués, ce même rapport McKinsey évalué à 2,1 milliards de dollars, les coûts échoués qui pourraient intervenir d'ici 2050 du fait de cette accélération des transitions, donc c'est quand même pas totalement anodin, il va falloir retrouver des moyens de lever des fonds propres pour pouvoir répondre à ça.
il y a d'autres moyens de faire face aux coûts échoués. Les Allemands, ils ont fait le choix, par exemple, en abandonnant le charbon, de compenser à hauteur de 4 milliards d'euros par centrale fermée, de compenser les entreprises qui seraient concernées par ces coûts échoués. Est-ce qu'avec la situation des finances publiques aujourd'hui que l'on connaît, notamment en France, on est capable de le faire? J'en doute un peu. La question, très rapidement, la question des coûts vient poser aussi la question de la nature de financement que l'on met en face de ces coûts. Valérie Guignoramus, est-ce que les entreprises que vous conseillez, que vous aidez, intègrent bien cette dimension? Est-ce qu'elles l'ont en tête lorsqu'elles gèrent cette transition? Ou est-ce que ça fait partie des méthodes et des sujets sur lesquels vous attirez leurs attentions parce qu'on ne prend pas nécessairement en conscience de cette dimension-là? Oui, je dirais nécessairement, en fait, j'évoquais tout à l'heure les plans de transition sectorielle. Nécessairement, on met face, en fait, à des questions technologiques, qui sont plus, de fait, le cœur de métier de l'ADEME. Mmh. On est vraiment des ingénieurs avant tout, Mmh. mais on met de plus en plus en face de ces aspects technologiques des questions également, de nouveau de financement. Quel type de financement doit être fléché, vers ces technologies-là? En plus, des questions également, comme je l'évoquais, d'emploi et de plans d'action de politique publique. Dans ce cadre-là, et dans un cadre européen, en fait, on a été amené à proposer, alors il y a déjà maintenant un peu plus de 2 ans, un projet, en fait, qui est sous financement LIFE européen, qui s'appelle Finance Climat, Mmh. qui vise vraiment, oui, à mettre, en fait, la question climatique au cœur de l'action du système financier, car il nous semble que c'est aussi avant tout, lui qui va ensuite aider les entreprises par, voilà, les investissements fléchés, à se transformer. Geoffrey Boucaud, ces coups échoués, comment est-ce qu'on les intègre cette transition de l'outil? Est-ce que ça fait partie de vos préoccupations? Est-ce que vous pourriez nous dire comment vous les gérez? Est-ce qu'on sait les chiffrer, par exemple, chez Valeo? C'est une, alors c'est le rôle des industriels de prendre des risques et essayer de voir le plus loin possible pour pouvoir gérer cette transition. Donc le cadre doit être fixé. Si on a une vue à 15 ans de ce qui est en train de se passer, ça doit essayer de nous donner le temps de transformer ce qui est nécessaire et ce qui est transformable. Alors il se trouve que chez Valeo, déjà une première, parce qu'une grande partie du sujet automobile vient notamment de la crise du diesel, hein, si on s'en rappelle aussi, c'était un déclencheur important. Il se trouve que Valeo n'était pas exposé, particulièrement en termes de produits, à ce legacy très fort qui est aussi un coût échoué lié au diesel aujourd'hui, qui fait partie des sujets dans le modèle automobile. Donc oui, on gère ça par une politique produit et par essayer de comprendre au mieux possible, en discutant aussi beaucoup avec finalement, les régulateurs pour essayer de comprendre où ça va et de se projeter. Donc on a un très gros travail de projection. Finalement, on refait très souvent des plans à long terme, mais pour pouvoir essayer, dans le meilleur des cas, de naviguer dans un monde qui, aujourd'hui, bouge très vite. Donc, la meilleure protection qu'on ait aujourd'hui, c'est vraiment la rapidité. Je le disais tout à l'heure, mais c'est vraiment comme ça qu'on le vit. C'est ce sentiment d'urgence de devoir bouger le plus vite possible pour pouvoir anticiper la meilleure façon de se transformer aujourd'hui. Mireille Chiroleux a souligné, est-ce que cette transition, elle est facile à financer? Alors, il y a tout un tas de dispositifs, mais globalement, est-ce que la finance, les banques, les institutions qui accompagnent les entreprises jouent le jeu de cette transition? Alors, le financement, en fait, va là où est la rentabilité anticipée. Mmh. Je pense qu'il y a vraiment pas de mystère. L'activité des banques, est encadrée de plus en plus et réglementée avec un certain nombre d'obligations qui leur sont imposées aux banques et aux différents, acteurs de marché, et qui leur imposent de préciser quelle est la part, de risque climat, qui pèse sur leurs investissements et quelle est la part de leur placement qui joue un rôle positif pour le climat. Par ailleurs, l'investissement socialement responsable explose en ce moment. Oui, Mmh, mmh. il explose, Alors, il mais part de il bas il part et il part de de très, pas très peu. grand-chose, mais enfin, Donc en fait, parce que quand il quand on c'est regarde un petit exponentiel. peu les chiffres par Mmh, rapport aux besoins de financement qui ont été mmh, cités tout à mmh, l'heure, la finance climat, mmh. c'est moins c'est moins de 800 milliards d'euros. Enfin bon, c'est quasiment rien par Mmh, rapport, par rapport aux besoins de financement. mmh. Donc
Ce qui se passe, c'est que c'est la rentabilité anticipée qui va pousser la finance à soutenir des activités qui peuvent continuer à être rentables. Et quand on parlait tout à l'heure, enfin, lorsque vous parliez des actifs échoués, le problème des actifs échoués, c'est que c'est un problème d'anticipation. Les groupes automobiles qui ont continué à investir dans le diesel alors qu'il y avait un débat depuis des années sur l'avantage fiscal qui devait être supprimé au gazole et qui est actuellement en train d'être supprimé, ces groupes automobiles ont failli par défaut d'anticipation. Donc, lorsqu'on a des compagnies pétrolières qui continuent à chercher aujourd'hui même à financer de nouveaux projets d'exploration et d'exploitation de ressources pétrolières, c'est un défaut d'anticipation. Et imaginez qu'on pourrait régler ce problème en compensant financièrement ceux qui vont subir des actifs échoués, mais c'est un problème, c'est ce qu'on appelle un problème de hasard moral, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune incitation à faire soi-même attention si on sait qu'on va être compensé. Donc là, il y a vraiment un problème. Et ce que je pense, hein, c'est que les banques et les acteurs financiers vont être poussés à financer de la décarbonation au fur et à mesure que ces projets-là promettent une rentabilité. Et s'ils promettent une rentabilité, c'est parce que les autres projets ne le sont plus. Et pour moi, ça va forcément de pair avec d'autres mesures, dont la tarification du carbone. Denis Ferrand, est-ce qu'il y a une Europe de la transition ou est-ce qu'on est plutôt dans le chacun pour soi? Non, il y a quand même une Europe qui se dessine. D'ailleurs, la feuille de route Fit for 55 en est quand même l'incarnation. C'est une Europe qui passe quand même beaucoup par la réglementation, comme cela a déjà été beaucoup dit. Et sur la réglementation, j'ajouterais quand même un point qui me semble être important, qui est celui de la prévisibilité de l'évolution de la réglementation. On le voit notamment avec ce qui se passe actuellement sur l'énergie. Alors évidemment, on peut se poser la question de ceux qui sont les producteurs de solutions énergétiques, mais il y a aussi les utilisateurs de l'énergie. Et ce qui se passe actuellement avec le basculement en très peu de temps de la réduction des quotas d'émissions de CO2, il était prévu que les quotas d'émissions de CO2 soient réduits de 40% à l'horizon de 2030. On va passer à 55% de réduction des quotas d'émissions désormais à l'horizon 2030. La conséquence, c'est une accélération très importante des prix des quotas de CO2, à tel point qu'aujourd'hui, pardon, je ne veux pas être trop long, mais à tel point qu'aujourd'hui, vous avez le prix du quota de CO2 entre à hauteur de 62% dans le coût de production d'électricité à partir d'une centrale à charbon, à hauteur de 16% dans le coût de production d'électricité d'une centrale au gaz. Donc, et ça se répercute, et un des éléments qui contribue à l'accélération très forte des prix de l'électricité que l'on a actuellement, et une électricité qui devient très chère pour les entreprises, cette fois-ci utilisatrices, donc qui ne se sont pas posé la question du choix énergétique dans lequel il fallait investir, mais qui prennent l'électricité, c'est d'un seul coup une déformation de la structure de coût qui est extrêmement déstabilisante et qui peut générer des anticipations. Donc, le rôle de l'Europe, c'est effectivement, elle a un rôle qui est de réglementation, et là, l'échelle européenne est la bonne échelle. Mais encore faut-il construire cette prévisibilité de l'évolution de la réglementation et éviter les coups d'accélérateur qui sont par trop soudains et difficiles à anticiper parce qu'ils peuvent être très déstabilisateurs et créer un frein justement au déploiement d'investissements dans des entreprises utilisatrices qui d'un seul coup se retrouvent coincées par un défaut de trésorerie et même par l'émergence de pertes. Donc, il y a aussi un rôle important de l'Union européenne sur l'accès au marché, sur les conditions d'accès au marché. Alors, on l'a dit tout à l'heure avec la transition, avec la taxe carbone aux frontières, mais le rôle de l'Union européenne est important pour faire comprendre aux entreprises dans lesquelles se déploient des solutions que l'accès au marché sera conditionné à des règles environnementales qui seront précises. On va revenir sur l'Europe dans un instant pour faire réagir nos autres participants, mais en vous écoutant, il y a quand même une question qui se pose. Est-ce qu'on n'est pas au fond face à un mur pour opérer cette transition? Et ce mur, c'est celui des infrastructures. C'est-à-dire que est-ce qu'on va être capable, c'est tout le débat sur la relance de l'industrie nucléaire ici en France, on va avec cette transition vers une augmentation massive de la consommation d'électricité, dont il va falloir réinventer le modèle de production précisément pour éviter qu'elle se traduise par une émission de carbone absolument considérable. Et on voit bien que là, on n'y est pas du tout, avec un parc nucléaire vieillissant en France, des investissements qui vont être considérables et qui, dans la meilleure des hypothèses, vont demander des années, pour ne pas dire des décennies, avant de pouvoir produire l'énergie dont on a besoin.
Donc, est-ce que cette question de l'infrastructure et de l'organisation de notre production d'énergie, ça n'est pas un frein énorme à notre transition? Alors, Mmh. pour répondre en reprenant un argument de mon voisin, je Mmh. dirais que ce sont justement ces freins et les moments où on se retrouve devant apparemment un mur qui conduisent à l'innovation. Cette innovation, là aussi, aurait dû être anticipée, c'est-à-dire que les infrastructures sont insuffisantes, mais je ne suis pas sûre que se bloquer sur la solution nucléaire, hein, est forcément la meilleure façon de produire rapidement la quantité d'énergie qui est nécessaire. Le développement des énergies renouvelables et le développement du stockage de l'électricité, par exemple, rechercher des technologies qui permettent de stocker l'électricité, d'avoir des batteries, mais même à très grande échelle et des infrastructures de partage de l'électricité qui seraient produites suivant les lieux où elle est produite. C'est ça la solution d'avenir. Mmh. Donc, enfin, je pense qu'il faut, enfin, il vaut mieux éviter de se dire qu'un frein empêche d'aller de l'avant. Il faut, au contraire, hein, voir ce frein comme une stimulation à aller au-delà. Après, le nucléaire, ça peut vouloir dire des tas de choses différentes. Nous, on a des startups absolument incroyables qu'on reçoit presque tous les jours à BFM Business. Certains viennent nous expliquer qu'on peut produire de l'énergie nucléaire en récupérant des déchets nucléaires qu'on réinvestit dans de nouvelles technologies pour avoir un nouveau électricité. On avait ce matin nos invités qui nous expliquaient comment on pouvait développer une technologie de micro-centrale nucléaire, une toute petite centrale nucléaire locale qui pouvait alimenter tout un réseau. Il y a des tas d'idées et c'est pas seulement Mm. effectivement construire le prochain OPR. Euh, Valérie Quignou-Ramos, ça vous inquiète, vous, cette difficulté, enfin, ces questions qui sont posées sur la capacité à produire suffisamment pour opérer cette transition? Ça nous inquiète, oui, et je dirais, on a aussi, la volonté de tourner la question différemment, si je peux me permettre. C'est que pour nous, ça n'est pas une fatalité, en fait, de se dire que la consommation d'énergie va croître. Je pense qu'il faut aussi se re-questionner sur, nos besoins, notre consommation et finalement, la place que l'on peut accorder aussi à la sobriété, au sein de notre société. Et cette sobriété, je pense qu'il faut passer juste un tout petit instant pour en parler. Souvent, elle est associée à, se serrer la ceinture, se priver, enfin des images négatives. En fait, la sobriété pour l'ADEME, c'est vraiment la question justement re-questionner ses besoins et les satisfaire, mais simplement de façon plus raisonnée et avec des impacts, moindres. Là, j'allais dire, je fais la publicité pour les scénarios de transition 2050, pour une France donc neutre en carbone, que l'ADEME a publié, fin novembre, qui seront complétés d'ailleurs par une analyse macroéconomique, que nous publierons fin mars, et qui, au travers de 4 possibles trajectoires, analyse justement le pour et le contre, hein, et que faut-il faire pour soit, la place forte vraiment de la sobriété au sein de nos modes de vie, soit, plutôt parier sur la technologie. Et il nous semble vraiment qu'on peut trouver un bon équilibre entre les 2, et qu'on peut, en fait, en tout cas au niveau de l'échelle française, comment dire? Atteindre la neutralité carbone, avoir une société dont les modes de vie restent agréables, mais simplement en diminuant notre consommation effectivement d'énergie, de nouveau à la fois par de l'innovation, des technologies certes, mais aussi, par une consommation plus raisonnable, plus raisonnée. Geoffrey Boucaud, comment un industriel fait-il face à cette augmentation des prix de l'électricité, de l'énergie en général, qui évidemment vous affecte? Et est-ce que ça pèse sur votre capacité à réaliser cette transition et cette accélération de cette transition? Si vous me le permettez, juste avant un mot sur les infrastructures pour Mmh. essayer d'être en écho Mmh. aussi Bien sûr, allez-y. en fait, La question est liée d'ailleurs, hein. c'est évidemment un sujet qu'on regarde. Mmh. Alors, c'est très concrètement pour Mmh. des véhicules électriques et qui, pour moi, appelle vraiment voilà, le désir de planification. Mais de nouveau, quand il y a la réglementation avec les États, comment est-ce que ça se traduit également par le développement d'infrastructures et le rôle finalement du partenariat public-privé dès lors qu'on est dans une telle transition.
Et ça fait partie des enjeux que nous avons en discutant notamment en France avec la filière automobile et l'État Hmm. sur cette discussion. Combien faut-il de bornes et où Oui, doivent-elles être installées, il faut etc. Donc là, faut déjà pouvoir recharger sa voiture, voilà, effectivement. absolument, parce que sinon, la mobilité Mhm. électrique sans borne de recharge, c'est Mhm. compliqué. Donc, c'est très concret en réalité Mhm. pour nous. Alors, je ne vais pas vous dire que je compte tous les jours toutes les bornes qui sont installées dans le monde entier, mais Mhm. presque pour Mhm. vérifier qu'on est Mhm. toujours en adéquation et qu'on a ce dialogue régulier, notamment en France. On souhaite le plus vite possible atteindre les fameuses 100 000 Mais bornes là, on est premières. d'accord qu'on est en retard, en réalité, par rapport à l'usage Je- et par rapport aux besoins déjà, qui n'est pas un besoin énorme, mais une voiture électrique aujourd'hui, elle n'est pas facile à recharger sur l'autoroute quand vous essayez de faire Paris-Marseille en voiture, hein. Il en faut plus. Il en faut plus, mais à la rigueur, bon, retard de quelques mois, c'est moins le sujet. En tout cas, le message Mm. pour moi, c'est vraiment de garantir que cette exploitation dont on parle, si on est à, je rappelle, un 30% des véhicules en 2030 minimum, en quelque sorte, dans le monde, seront des véhicules à batterie. C'est le résultat des calculs qui sont liés à la réglementation qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, il faut les recharger. Et donc, ça veut dire, non, on ne parle pas de 100 000 bornes là qu'il faut atteindre tel mois ou tel mois. On Mm. parle de millions de bornes, d'une infrastructure qui doit être financée, effectivement, après, via un débat, pour moi, qui est absolument important, qui est qui doit financer. Donc, il y a évidemment, là, encore une fois, le rôle du partenariat public-privé sur Donc ce votre sujet. réponse, c'est les deux, doivent financer ensemble. Oui, et ce sont aussi des opportunités pour des acteurs Mm. industriels. Les acteurs Mm. industriels se sont manifestés. Nous-mêmes, en tant qu'entreprise, depuis, alors, bon, ça remonte maintenant au mois de septembre dernier, on a présenté notre première borne électrique parce qu'on pense, en fait, on a regardé qu'est-ce que c'est qu'une borne électrique intrinsèquement. Ben, finalement, c'est de l'électronique qui est très, très proche de l'électronique embarquée et qui est capable de gérer finalement des courants, certains très, très forts, en fonction de la puissance associée, et que bah, finalement, on intègre dans une infrastructure et qui est capable aussi de dialoguer pour avoir, moi, je crois énormément en fait au microgrid et à la capacité d'avoir vraiment une recherche, on va dire, collaborative de l'utilisation de l'énergie. Donc c'est ce qu'on développe depuis, en tout cas même nous qui étions finalement embarqués, on s'est débarqué dans une part de nos innovations où on fait maintenant donc des systèmes de bornes électriques qui ont cette vocation à avoir ces systèmes. On va recharger pendant la nuit suivant des tactiques de recharge. Alors le consommateur va pouvoir chercher à maximiser la rapidité de recharge. Il va pouvoir aussi peut-être se dire non, je préférerais le moindre coût ou alors je préférerais le plus durable possible. Et en fonction de ça, en fait, on a des stratégies de recharge qui sont extrêmement différentes, qui peuvent être identifiées dans le dialogue avec le grid et, et qui peuvent amener jusqu'à l'idée que la voiture redonne du courant dans la nuit, puis après se recharge un peu plus tard. Donc on a vraiment cette... Enfin, c'est pour revenir au point que vous évoquiez, c'est pas juste un sujet individuel, c'est vraiment un sujet collaboratif et un changement de mode de Alors là, consommation. on est sur la question des produits, enfin des usagers des produits que vous fabriquez. Tout à fait. Ma question initiale, elle portait sur ceux qui vous fournissent de l'énergie à votre outil industriel. Et là, la question, c'était, compte tenu des difficultés qu'on connaît aujourd'hui et des questions posées sur l'infrastructure, est-ce que c'est pour vous un sujet d'inquiétude? Dans un premier temps, les prix augmentent et ça, vous allez le subir quoi qu'il arrive. Euh, mais est-ce que sur le moyen terme, il y a un sujet pour vous euh, de votre capacité à vous fournir en énergie et particulièrement en énergie décarbonée à un coût compétitif pour faire fonctionner votre outil industriel? Alors, c'est clairement au cœur de notre plan. Alors, effectivement, on s'est engagé depuis un an dans une démarche on va dire, écrite et reportée. On y reviendra peut-être sur les critères extra-financiers. Hmm. Vous l'aviez commencé, effectivement, le sujet. Donc, reportée, qui vise à réduire nos émissions de 45%, total scope compris, donc l'ensemble des modalités de consommation, de 45% à horizon 2030 pour atteindre la neutralité en 2050. Ça passe par un effort énorme déjà de réduction de l'énergie qu'on utilise. La meilleure énergie, nous, c'est ce qu'on se dit chez Valeo, c'est celle qu'on n'utilise pas finalement. C'est d'abord ça, c'est comment est-ce qu'on peut faire la chasse dans toutes les usines, dans les 180 usines du groupe, partout dans le monde, surtout dans les pays qui ont effectivement une intensité carbonée extrêmement forte dans l'énergie qu'ils utilisent. Donc c'est la première étape, c'est d'abord la chasse à la perte d'énergie, qui suppose de l'investissement. Alors nous, on a annoncé 400 millions d'euros d'investissement sur 10 ans, qui résulte pas uniquement d'un grand plan, mais en fait d'une somme très 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 longue de petites actions très concrètes
on change les ampoules dans telle usine, on va mettre des LED, on va mettre des sas qui permettent d'économiser l'énergie à l'intérieur de nos cellules de fabrication. On va changer des fours aussi de production pour certains. Donc, c'est vraiment une somme d'actions qui, in fine, nous disent, bon, il nous faut à peu près au moins 400 millions sur les 10 prochaines années qu'on va mettre progressivement, évidemment. On n'attendra pas non plus le dernier moment. C'est vraiment l'idée d'avoir un échelonnage et de se dire, grâce à ça, déjà, on va pouvoir faire cet effort d'une énergie qu'on n'utilisera pas ou qu'on réduit au maximum. Néanmoins, comme on a aussi des fortes ambitions de croissance, on a quand même des besoins d'énergie. Donc la question après, vous le disiez, c'est comment est-ce qu'on fait pour pouvoir acheter de l'énergie verte. Et ça, pour moi, c'est pareil, de l'anticipation. Donc aujourd'hui, on est dans des politiques de couverture d'achat d'énergie qui, aujourd'hui, on est à peu près garanti d'avoir 80% de notre énergie verte à horizon 2030 selon nos plans. C'est ça l'objectif, c'est de garantir dès aujourd'hui dans les pays, dans les zones pour lesquelles ce type de couverture est possible. Et donc là, encore une fois, ce genre de plans qui sont annoncés reposent pour nous sur la meilleure connaissance et la plus grande stabilité des engagements qui sont pris pas uniquement par les acteurs privés, mais également dans la lecture par les acteurs privés des politiques énergétiques qui sont mises en place dans les différents pays. Il nous reste peu de temps et si vous me permettez, pour conclure, je vais vous demander à chacun de réagir. J'aimerais au fond me faire l'avocat du diable. On est tous d'accord pour dire que cette transition, elle est souhaitable, elle est nécessaire, elle est vertueuse, parce qu'au bout du compte, une fois accomplie, elle produira un mode de production beaucoup plus efficace pour préserver l'environnement. Mais lors de ce processus de transition, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'être trop bon élève? Et ce que je veux dire par là, c'est que si on opère une transition très rapide, il faut, et vous venez d'en donner un exemple et de citer des chiffres, investir massivement. Est-ce qu'au fond, ceux qui investissent moins vite que nous et opèrent cette transition moins rapidement, donc conservent dans une période intermédiaire des coûts de production inférieurs, est-ce qu'ils ne tireraient pas un avantage compétitif par rapport aux trop bons élèves qui investiraient massivement et trop vite? Denis Ferrand. Oui, c'est un peu le fait qu'on remplace ce qui était il y a une trentaine d'années, à peu près, on appelait ça la clause sociale. Maintenant, on le substitue une clause environnementale, d'une certaine manière, pour pouvoir, en gros, éviter qu'il y ait des freeriders, des utilisations de technologies qui sont défavorables, parce qu'on parle d'un bien public mondial. Cette fois-ci, par rapport à la clause sociale, c'est une différence qui est majeure. On parle d'un bien public mondial, et donc il y a une règle. On sait qu'il n'y a pas une autorité mondiale, et c'est notamment utopique de l'imaginer, mais comment faire en sorte qu'on puisse intégrer une réflexion qui ait cet aspect de bien public qui est beaucoup plus général, et donc dans ce cas, de faire en sorte que les politiques de réglementation embarquent le plus grand nombre d'acteurs dans le monde, et l'Europe a un rôle qui est tout à fait à jouer là-dessus. Valérie Kniou-Ramus, il existe ce risque? Oui, il existe, mais alors si je souhaiterais en fait conclure mon intervention peut-être en revenant sur un point en fait dans votre question. Vous parliez de la transition Hmm. et en fait, moi j'aimerais aussi lancer un peu la réflexion sur en fait quelle transition nous accordons-nous tous à mener? Parce que sur l'exemple par exemple des recharges, des bornes de recharge pour la mobilité électrique, c'est vrai qu'il en faut. Maintenant, jusqu'à quel niveau? Parce qu'effectivement, est-ce qu'on peut imaginer que faire un Paris-Marseille sera systématiquement en voiture électrique et qu'il faut du coup, échelonner des bornes de recharge, un peu partout sur le territoire pour, un individu qui va faire ce trajet? Ou est-ce que certes, on va avoir ce type de mobilité, mais aussi, du rail, donc des infrastructures de nouveau, mais, qui va pouvoir, permettre de faire un peu plus de mobilité, de groupe? Donc voilà, c'est tout l'équilibre en fait des forces et chaque acteur économique de fait, va tirer un peu plus vers soi. Cet équilibre des rôles, en fait, il est important à débattre, à mon avis, alors au niveau national français, évidemment, et puis dans le contexte européen et international. Donc, moi, si j'en vois un de risque, c'est que chacun ait sa propre interprétation, en fait, de De la ce qu'est la transition. transition, plus que le risque des freeriders, comme on Voilà, disait. et donc de nouveau, les Hmm. 4 scénarios que nous proposons Hmm. aujourd'hui, mais également, d'autres, de négawatts, de RTE, pour le Hmm. mix électrique, du shift. Enfin, je pense qu'il faut Hmm. que ça alimente une réflexion et qu'il y ait, vraiment une réelle, j'allais dire programmation, en fait, au niveau national, orchestrée, et qui permette aussi justement aux acteurs économiques ensuite d'avoir, cette prévisibilité, souhaitée en fait dans, les business plans, qu'ils pourront mettre en œuvre.
des concurrents moins 10 ans qui pourraient, euh, en gros, conquérir un avantage indu. Ça fait partie des choses qui vous inquiètent ou que vous surveillez, Geoffroy Boucaud, ou pas? Geoffrey? Absolument, absolument. Et Mm. nous-mêmes, il faut qu'on le fasse de la façon la plus consciente possible. Ce que je souhaite simplement, on avait commencé par ça, Mm. quand même dans un monde aussi où on cherche des talents dans le monde entier. Et très rapidement, en fait, on est rattrapé par la capacité à promouvoir un projet qui embarque ou pas les collaborateurs. On a commencé par ça Mm. et pour moi, c'est clair aujourd'hui. Ça fait partie des sujets. Donc, proposer quelque chose qui est soit de nature aussi à embarquer et à générer l'énergie nécessaire pour pouvoir vivre au quotidien, tous les jours, développer ces technologies, je pense que Mmh. c'est ça qui, en tout cas, moi, me paraît le plus important. Voilà. Je vous laisse le mot de la fin, Mireille Chiroleux-Assouline. En résumé, cette Oui. transition, elle, elle part dans le bon sens. Vous êtes optimiste? Je suis optimiste à moyen terme, hein. Mhm. C'est-à-dire que je crains qu'on ne puisse pas la réaliser très, très rapidement, et peut-être moins rapidement que ce qui est souhaité et que ce qui est affiché dans les objectifs. Mais, a priori, l'ensemble des mesures qui sont prises au niveau européen, devraient permettre, en tout cas au bloc européen de développer ce qui est nécessaire pour avancer. Et je crois aussi que c'est l'avance technologique, hein, qui est le meilleur avantage comparatif. Et même si, à court terme, il peut y avoir des moins 10 ans, c'est le fait de prendre de l'avance par l'innovation qui peut permettre de gagner cette transition. Eh bien, voilà un message positif pour mettre un terme à cette table ronde. Merci à tous d'avoir participé. Merci à tous ceux qui l'ont écouté également. À très bientôt.